Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle pause gagnante, ce rendez-vous d'information et de veille que nous organisons chaque mois. Toujours le même format, vous en avez l'habitude, 20 minutes de présentation suivi d'un temps de réponse à vos questions. Après des sujets aussi divers tels que la fiscalité, la création d'entreprises, la fidélisation des salariés, nous souhaitons aujourd'hui vous présenter le bilan patrimonial dans une optique de prévoyance et d'optimisation. Nous voici donc en présence de Clémence Claudel, conseillère patrimoniale, et d'Alexandre Walter, responsable pour Serre-France ADO de notre site de Vendeurs-Relais-Nancy. Ce dernier souhaite en savoir plus sur le bilan de l'entrepreneur suite à un rendez-vous récent avec l'un de ses adhérents. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Clémence, Alexandre, bonjour, à vous le micro. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Clémence. Bonjour Alexandre. Alors j'ai rencontré la semaine dernière un adhérent en agence et en fait on a évoqué rapidement le bilan de l'entrepreneur et il aurait souhaité en savoir davantage. Est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet ? Alors, effectuer un bilan de l'entrepreneur, c'est déjà faire un état des lieux de son patrimoine, de sa situation personnelle et familiale pour l'optimiser financièrement, juridiquement et fiscalement, selon des objectifs que le chef d'entreprise aura définis au préalable. Ça peut notamment être l'anticipation de la transmission de son patrimoine. D'accord. Et du coup, mon client, même s'il n'est pas proche de la retraite, mais bientôt, est-ce que ça concerne quand même toute la catégorie de population, aussi bien les jeunes que les personnes plus âgées ? Alors, il n'y a pas d'âge pour faire un bilan patrimonial, que ce soit pour optimiser la transmission ou se constituer un patrimoine de la manière la plus optimisée possible, en tenant compte de sa situation personnelle. Comme je le dis toujours, parler de succession, ça ne fait pas mourir. Ok, je la ressortirai, elle est excellente. Si je comprends bien, du coup, le bilan patrimonial, pour nos adhérents, ça sert à leur faire payer moins d'impôts. Alors, pas uniquement et pas nécessairement. Dans certains cas, on peut par exemple améliorer la situation du conjoint en étudiant le régime matrimonial. C'est une étude globale qui recoupe tous les pans de la vie de nos adhérents, le financier, le fiscal et le juridique. Nous déterminons l'articulation de ces trois volets qui va leur apporter la plus grande tranquillité d'esprit. D'accord. C'est parfois pas la solution la moins coûteuse fiscalement qui est retenue par l'adhérent. Ensemble, nous cherchons la solution la plus satisfaisante pour l'entrepreneur en recoupant toutes les données qui sont à notre disposition. Et une chose importante à souligner, nos préconisations, elles sont faites en toute indépendance et en toute neutralité. En effet, on ne vend pas de produits de placement ni de produits d'assurance. Seul l'intérêt de l'adhérent est pris en considération. D'accord, merci. Et du coup, l'adhérent que moi j'ai rencontré la semaine dernière, il prendra sa retraite d'ici une dizaine d'années, 10-15 ans. Il a un enfant et il aimerait que son fils souhaite reprendre l'entreprise. Donc, il aimerait bien lui donner un coup de pouce pour l'installation. Mmh. Est-ce que c'est possible, dans le cadre du bilan de l'entrepreneur, d'étudier la transmission ? Alors oui, justement, c'est une phase de vie, la retraite, sur laquelle l'intérêt du bilan de l'entrepreneur est encore plus évident. On va pouvoir anticiper la donation de son entreprise à son fils et en même temps être vigilant vis-à-vis des autres enfants, s'il y en a, pour essayer de ne pas avoir de déséquilibre entre tous les enfants. L'aspect humain, du coup, va rentrer en ligne de compte. D'accord. Et seulement après, on va regarder l'aspect fiscal et financier. D'accord. Et au niveau de l'aspect fiscal que tu mentionnes, qu'est-ce que tu préconises pour bien transmettre ? Alors, dans le cas de ton client qui a un projet de donation à son fils, oui, il pourrait être intéressant de conclure un pacte Dutreil sur son entreprise. C'est un dispositif qui vise à faciliter les transmissions d'entreprises et il permet en plus un avantage fiscal considérable sur ces transmissions. Si les conditions sont remplies, on a un abattement de 75% de la valeur des titres de l'entreprise. D'accord. Qui est appliqué au moment de la donation sur le calcul des droits de donation. D'accord. C'est aussi un dispositif qui peut s'appliquer en cas de décès, donc sur les droits de succession cette fois. C'est un excellent outil de prévoyance qu'il est indispensable de mettre en place sur les entreprises, que ce soit à la constitution de la société ou en cours de vie si ça n'a pas été fait avant. Ok, c'est un super dispositif, c'est intéressant. Est-ce que ça concerne toutes les structures ? Parce que mon client, lui, était en bénéfice agricole. Est-ce que ça peut concerner les autres aussi ? Alors, que ce soit une exploitation agricole, une société commerciale, une activité libérale ou artisanale, tout le monde peut être concerné par le pacte Dutreil. L'intérêt de la mise en place et les conditions à respecter pour sa bonne application sont à étudier, bien entendu, selon les situations particulières des adhérents. D'accord. Ok, c'est très clair. Je pourrais lui dire. Tu as parlé tout à l'heure de prévoyance. Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes lors d'un bilan de l'entrepreneur ? Alors oui, ça fait partie des questions essentielles à se poser.
que se passe-t-il pour mon entreprise si je viens à décéder demain ? Qu'est-ce qui se passe en cas d'invalidité prolongée ou permanente ? Cette question, elle se pose pour l'entreprise professionnelle, mais aussi pour le patrimoine privé de nos adhérents. Les personnes qui se sont retrouvées au cœur d'une transmission qui n'a pas été préparée ou très peu savent à quel point cette situation peut se révéler très compliquée. Anticiper, ça permet de mettre en place une organisation future telle qu'on la souhaite vraiment. Et les choses ne sont pas figées. On peut très bien faire évoluer dans le temps s'il y a des modifications ou s'il y a des imprévus ou des changements fiscaux, par exemple. D'accord. Ok, donc je comprends qu'il faut bien préparer la succession. Et une fois que le bilan est établi et que le plan d'action est validé par vous et par l'adhérent, comment se passe la suite très concrètement ? Alors, tu as raison, le bilan de l'entrepreneur, il ne s'arrête pas à nos préconisations. On assure également le suivi avec nos adhérents. D'accord. Il nous arrive régulièrement de participer au rendez-vous avec les notaires ou avec les partenaires financiers, donc ça peut être les banquiers. Ça nous permet de reprendre avec eux les préconisations et d'en assurer le suivi auprès de leurs partenaires pour s'assurer que tout le monde ait bien compris la marche à suivre. D'accord. On peut aussi organiser des réunions de famille qui permettent d'expliquer les stratégies à tous les membres de la famille. Ça peut être avec les enfants pour répondre à leurs questions qu'ils pourraient avoir. Et on s'assure aussi que tout le monde est d'accord par rapport aux dispositifs qui sont mis en place, parce que les enfants peuvent être concernés, donc il faut aussi s'assurer qu'ils soient bien d'accord. Ok. Du coup, le bilan de l'entrepreneur est dans sa globalité peut-être un peu technique. Est-ce que tu aurais un exemple qui permettrait d'illustrer tous les champs d'intervention ? Alors oui, je pourrais te parler des Martins. Donc on a monsieur qui a 64 ans, madame qui a 65 ans. Ils sont mariés en séparation de biens et ils ont un enfant commun. D'accord. Alors là, c'est un exemple agricole, mais la logique est à peu près la même pour les professionnels qui peuvent être en BIC ou en BNC. D'accord. On voit que leurs patrimoines sont plutôt déséquilibrés. Monsieur, il est propriétaire de leur résidence principale, donc pour environ 250 000 €. Il est propriétaire aussi de ses biens professionnels. Donc dedans, on a les terres qu'il exploite et ses parts sociales de GAEC pour environ 600 000 €. Et ils ont tous les deux des contrats d'assurance vie et des disponibilités placées. Donc les contrats d'assurance vie, il y a environ 200 000 € pour chacun. Les disponibilités placées dans les divers établissements, on est à peu près à 100 000 € pour chacun. Donc on voit que c'est quand même assez déséquilibré. Monsieur a tous ses biens professionnels et la résidence principale qui viennent gonfler son patrimoine. D'accord. On sait que leur fils, il est intéressé pour reprendre l'exploitation depuis quelques années. Donc on a déjà mis en place le pacte du Treil sur les parts sociales de l'exploitation et des baux ruraux à long terme sur les terres exploitées pour sécuriser l'exploitation. D'accord. Donc le pacte du Treil, c'est ce dont tu me parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Le dispositif qui facilite les transmissions d'entreprises par donation ou succession. Exactement. Ok. Et on évoquait aussi les baux à long terme. En quoi ça consiste exactement et quel est leur intérêt ? Alors là, pour le coup, les baux à long terme, ça concerne spécifiquement les terres agricoles. On parle de bail rural à long terme. D'accord. C'est des baux de 18 ans minimum. Ça permet, dans la durée, d'assurer la pérennité de l'exploitation agricole. Ils permettent aussi, du coup, un abattement de 75% de la valeur des terres qui sont transmises par donation ou succession. Attention, il faut bien veiller à rester dans le cadre sécurisé en adéquation avec les réglementations en vigueur. On a des conditions spécifiques comme pour le pacte du Treil et ça nécessite du coup une étude plus approfondie. Ok, super. Donc on a le pacte du Treil plus ce dispositif. Ça fait beaucoup, c'est bien comme dispositif aussi. Les deux sont avantageux. Oui, du coup, bien utilisé, bien mis en œuvre, les avantages y sont considérables. Et en revenant au dossier des Martins, sans notre intervention, la transmission, on se rend compte qu'elle n'était pas suffisamment préparée en prenant en considération tous leurs objectifs. Monsieur voulait protéger madame s'il venait à décéder en premier. Il voulait aussi pérenniser son exploitation agricole avec une reprise par son fils et en cherchant bien sûr un coût moindre à tous ces dispositifs. Donc, en effectuant le diagnostic successoral, on voit que si monsieur décède avant madame, on a des droits de succession de 98 000 € à payer au décès de monsieur, 43 000 € au décès de madame, avec une taxation de 10 000 € sur l'assurance vie. Surtout dans cette configuration, c'est madame qui va récupérer la jouissance des parts sociales de l'exploitation de monsieur, suite au décès de monsieur. C'est pas leur souhait. Lui, il voulait que ce soit le fils qui récupère la totalité des parts sociales. Et madame, on se rend compte qu'elle serait également uniquement usufruitière sur leur résidence principale. Et ça, pour les Martins, c'était pas assez protecteur. D'accord. L'autre configuration, si madame part en premier, donc si elle décède avant monsieur, il n'y aurait pas de droit de succession à son décès, parce que son patrimoine est moindre par rapport à monsieur, mais 235 000 € à payer au décès de monsieur, avec une taxation de 13 000 € sur l'assurance vie.
Là, on se rend compte que c'est des sommes considérables qu'on aurait pu limiter avec certains dispositifs. D'accord, en effet, d'où l'intérêt de bien préparer et de... Ok. Et c'est pas du tout en corrélation avec leurs objectifs, la conclusion qu'on en tire, d'où l'intérêt encore de le préparer. J'en profite, tu évoquais au-dessus la nue propriété, etc. J'ai souvent des adhérents qui sont un peu perdus entre tous ces termes, entre la nue propriété, l'usufruit, la pleine propriété. Comment on peut l'expliquer clairement à nos adhérents ? Alors, pour essayer de simplifier au maximum, la pleine propriété, ça va être la propriété complète d'un bien qui est composée du droit de l'utiliser, de percevoir les fruits et d'en disposer. Quand on parle de démembrement de propriété, on sépare cette propriété-là en deux parties. D'un côté, on va avoir l'usufruit, qui est le droit du coup d'utiliser et de percevoir les fruits. De l'autre côté, on aura la nue propriété. C'est en quelque sorte un droit d'attente, parce que le nu propriétaire deviendra plein propriétaire au décès de l'usufruitier. Le nu propriétaire, il peut vendre le bien, mais il lui faut l'accord de l'usufruitier. Ok. Merci pour tes précisions, c'est plus clair. Du coup, si je reviens au cas des Martin, qu'est-ce que tu leur as conseillé de faire ? Alors, pour transmettre leurs biens à leur fils, on leur a préconisé de réaliser plusieurs donations. Dans un premier temps, la donation de la nue propriété des terres avec conservation d'usufruit et réversion de l'usufruit à madame. En fait, ça va leur permettre de continuer à encaisser les fermages de leur vivant, ou les loyers, tout en préparant la transmission pour qu'à terme, la propriété soit détenue par leur fils, qui, lui, du coup, a vocation à exploiter les terres. D'accord. Donc ça leur permet d'assurer un revenu pour la suite. Et dans un deuxième temps, on a la donation des parts sociales du GEC et des terres restantes, donc de son entreprise. De cette manière, c'est leur fils qui devient propriétaire des parts sociales, qui peut reprendre l'exploitation. D'accord. Et du coup, M. Martin pourra prendre sa retraite comme c'était son souhait au départ. Et sur leur placement financier, les Martin, ils souhaitaient aussi se protéger mutuellement, en étant sûrs que leur argent reviendrait à leur fils. C'est pourquoi on leur a proposé de démembrer les clauses bénéficiaires de leur assurance vie. D'accord. Du coup, le démembrement dont tu parles, le démembrement des clauses bénéficiaires de leur assurance vie, quel est l'impact direct ? Alors, là, ça va être un petit peu complexe. Ça permet la création d'un quasi-usufruit avec un démembrement des sommes du contrat. Pour faire un peu plus simple, c'est le conjoint qui récupère toutes les sommes en usufruit. Il pourra donc les utiliser, il pourra dépenser l'argent comme il le souhaite. Le fils en sera nu propriétaire. D'accord. Ce qui lui donne du coup le droit de récupérer les sommes au deuxième décès. D'accord. Si les sommes ont été consommées, donc si le conjoint qui avait survécu a tout dépensé, le fils du coup pourra se servir sur d'autres biens de la succession du deuxième décédé. D'accord. Par exemple, ça peut être sur des biens immobiliers. Ok, c'est très clair sur ce point de vue-là. Et d'un point de vue fiscal ? Alors, fiscalement, on va appliquer l'abattement spécifique à l'assurance vie sur la valeur de la nue propriété des sommes, donc sur ce que le fils récupère en valeur, donc en tenant compte de l'âge de l'usufruitier. Alors c'est un mécanisme, je l'ai dit, c'est assez complexe, ça permet de protéger le conjoint survivant en assurant dans un second temps la transmission aux enfants. D'accord. Encore une fois, il vaut mieux être accompagné pour la mise en place de telles clauses bénéficiaires, parce qu'il faut bien en saisir tous les enjeux et c'est des mécanismes assez complexes. D'où l'intérêt de bien se préparer au départ. C'est ça. Et pour revenir encore au Martin, pour la question du logement, donc on a vu que c'était monsieur qui était propriétaire. Qu'est-ce que tu as proposé ? Alors, pour régler la problématique de la résidence principale qui ne leur apportait pas du tout satisfaction en l'état, on a vu que madame, vu qu'elle n'est pas propriétaire, elle en aurait eu que l'usufruit au décès de monsieur. On leur a proposé de faire une modification de leur régime matrimonial. D'accord. Donc, ils resteraient mariés sous le régime de la séparation de biens, comme c'était au départ, mais avec une modification qui vise à constituer une société d'acquêt. Donc, une société d'acquêt dans laquelle on met la résidence principale. D'accord. En plus de cette société d'acquêt, on met une clause de préciput sur cette société d'acquêt. Alors là, c'est un petit peu technique. La clause de préciput, elle va permettre à madame de récupérer la propriété de la résidence principale en cas de décès de monsieur avant tout partage successoral. D'accord. Donc c'est une solution qui est plus coûteuse fiscalement en termes de droit de succession, et qui nécessite aussi un passage chez le notaire. Mais les Martin l'ont quand même retenu parce que ça leur apportait de la tranquillité d'esprit. Donc c'était pour eux une sorte de prévoyance. D'accord.
Et quand on compare le diagnostic successoral après nos préconisations à celui de la situation de base, non seulement on améliore la situation du conjoint survivant avec du coup l'usufruit reversé et la pleine maîtrise de la résidence principale pour madame. Donc ça lui permet d'avoir beaucoup plus de protection pour la suite. Et on assure également la pérennité de l'entreprise familiale avec une transmission et du foncier et des parts sociales du GAEC. L'anticipation, du coup, a bien répondu aux objectifs de transmission des Martins et a permis aussi d'économiser, selon les cas de décès, entre 100 000 et 200 000 euros de droits de succession. Ok, ce qui n'est pas négligeable. Ok, merci beaucoup Clément, c'est très clair. Je pourrais revenir vers mon adhérent assez facilement avec toutes ces explications-là. En conclusion, et si je résume, je peux lui dire que le bilan de l'entrepreneur, il lui sert à optimiser sa situation, mais qu'il doit bien évidemment la préparer. Le bilan de l'entrepreneur est entièrement personnalisé et adapté en fonction de ses propres objectifs, donc qu'il aura préalablement définis avec toi. Et ils peuvent être multiples, ces objectifs-là, comme améliorer sa protection ou celle de sa famille et développer ou transmettre son patrimoine. Ok. Le bilan d'entrepreneur, il est réalisé, comme tu le disais tout à l'heure en préambule, en toute indépendance et en toute transparence. Oui. L'objectif étant de répondre à ses besoins et de lever ses inquiétudes en anticipant toutes les situations qu'il pourrait rencontrer, en privilégiant toujours son propre intérêt. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Clémence. De rien, Alexandre. Merci pour cette intervention très claire. Nous allons pouvoir passer à la phase de questions. N'oubliez pas, vous pouvez les poser sur l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. En attendant, moi j'ai toujours une petite question. Sache-le, Clément. Tu nous as parlé de régimes matrimoniaux dans ton exposé et je me demandais tout simplement, est-ce qu'il y a un régime matrimonial à privilégier ? Alors, quand on parle de régime matrimonial, on peut parler aussi de statut matrimonial. Ça peut aller du concubinage, donc très simplement, quasiment rien n'est prévu, en passant par le PACS et en allant jusqu'au mariage. Quand on parle de différents statuts, on a aussi différents régimes, comme tu l'as dit. On peut avoir des régimes de séparation, dans ce régime-là, on a parlé juste avant. Et on peut avoir des régimes de communauté. En fait, tout va dépendre de qui on veut protéger. Est-ce qu'on préfère protéger son patrimoine ? Est-ce qu'on préfère protéger son conjoint ? Ça va dépendre aussi de ses objectifs par rapport à sa profession. Il n'y a pas de bon ou de mauvais régime. C'est vraiment, on doit l'adapter en fonction des objectifs des personnes qu'on a en face de nous. D'accord, donc c'est vraiment personnalisé. Exactement. Je te remercie. Alors, je vois que nous avons déjà une question. Donc on nous demande combien est facturé le bilan patrimonial ? Alors, le bilan patrimonial, en fait, va être facturé en fonction des objectifs qui sont prédéfinis. On n'a pas forcément de facturation type, parce qu'il n'y a pas un bilan qui est pareil que l'autre. On fait d'abord ce qu'on appelle un rendez-vous de découverte, pour justement déjà faire comme une liste du patrimoine de la personne, que ce soit au niveau professionnel et au niveau personnel. Ensuite, on va définir ensemble les objectifs qui sont ceux des adhérents. Et en se concertant, on arrive à voir un petit peu tout le travail qu'on peut avoir à faire. Et on arrive à un tarif aussi, ça peut être entre 2 000 et 3 000 euros. D'accord. Donc effectivement, pour donner une fourchette. Tu l'as dit dans ton exposé, c'est à personnaliser en fonction des demandes, en fonction de ce qu'il y a fait. Sur l'exemple des Martins, il y avait quand même pas mal de choses. Donc une base sur l'étude, l'état des lieux, et puis une partie un peu plus variable en fonction des plans d'action à mettre en place, du suivi à assurer, ou des rendez-vous auprès des partenaires, comme tu le soulevais aussi. Okay. D'accord. Je te remercie. Alors, il n'y a pas que moi qui ai des questions, je pense qu'Alexandre en a aussi. Ouais, moi, j'en avais une, du coup, par rapport à l'exposé des Martins, où c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes qui peuvent paraître techniques, notamment un qu'on n'a pas forcément évoqué longuement, c'est la société d'Aquet. Est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne ? Alors, en fait, la société d'Aquet va pouvoir être mise dans un régime de séparation de biens. Ça permet de garder ce régime de séparation, donc de garder la maîtrise sur les patrimoines privés. Chacun reste propriétaire de ses biens, mais en même temps, il y a une volonté de mettre en commun certains biens ou certaines choses ensemble. Du coup, on crée cette société d'Aquet qui permet de ramener une sorte de communauté entre eux au niveau d'une séparation, d'un divorce ou d'un décès. D'accord. La société est
partagé comme une communauté, on coupe en deux, chacun récupère la moitié et chacun repart aussi avec ses biens personnels qui étaient dans la séparation. Donc dans la société, on peut y intégrer un bien mobilier, un bien Exactement. immobilier. On conseille souvent, quand il y a une société d'AG, c'est souvent sur la résidence principale, sur les meubles aussi de la résidence principale, en fait sur tout ce qui est bien de vie, ça peut être aussi les voitures dont on sert quasiment quotidiennement. Voilà, ça va être tous ces biens-là qui nous servent vraiment pour la vie commune, on va dire. D'accord. Ok, merci. Merci, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde, la société d'AG. Et nous avons encore une question. Dans le cadre d'une donation en nue propriété à notre fille, est-il possible de revendre un bien donné, petit appartement dans l'exemple, pour en acheter un plus grand avec pas trop d'incidence fiscale? Alors, pour le côté incidence fiscale, il faudra qu'on regarde la plus-value en fonction des durées de détention. Et il sera possible, au niveau de la vente, de pas partager du coup l'argent entre usufruit et nue propriété, mais de réintégrer le produit de la vente dans le nouveau bien qui est plus grand et en conservant cet usufruit et nue propriété. Ça, c'est des choses qui sont possibles de faire. Mais encore une fois, ça s'examine spécifiquement avec peu de données. C'est compliqué de répondre particulièrement à la question. D'accord. Merci Clémence. Et tu nous as aussi pas mal parlé de l'assurance vie, notamment dans l'exemple que tu nous as présenté, avec un abattement spécifique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, nous en dire un peu plus? Alors on dit souvent du coup l'assurance vie c'est hors succession, tout simplement parce qu'il y a un abattement spécifique qui concerne uniquement l'argent qui est mis sur de l'assurance vie. Tout ce qui est versé sur un contrat d'assurance vie avant les 70 ans de la personne ont un abattement au niveau des droits de succession de 152 500 € par bénéficiaire. Donc c'est des sommes qui sont considérables. Quand on a plusieurs bénéficiaires, on peut arriver à sortir des sommes de la masse successorale. Après 70 ans, rien n'est perdu, il y a toujours un abattement, mais il est beaucoup plus réduit. C'est 30 500 € que tout le monde se partage. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que l'âge charnière en termes de transmission, ça va être aussi 70 ans. Donc arrivé à 69 ans, il faut quand même arriver à se poser quelques questions sur la réorganisation du patrimoine pour justement voir si ça peut pas être intéressant de rebasculer de l'argent sur de l'assurance vie, par exemple. D'accord, oui, effectivement, il y a des enjeux parce que les abattements ne sont pas du tout de la même dimension. Exactement. Alors, on a une autre question. Lorsque l'on a 3 enfants, est-il plus facile de faire une SCI pour la donation aux enfants? Alors la SCI, du patrimoine immobilier. La SCI peut-être, oui pour de l'immobilier bien sûr, peut être envisagée. Alors c'est pareil, ça va dépendre des objectifs que vous avez. C'est un excellent outil pour éviter justement les situations d'indivision, parce qu'ils ne seront pas en indivision sur les biens. C'est des parts sociales qui vont récupérer. Donc ça permet pour les prises de décision d'être parfois beaucoup plus efficaces. Donc oui, ça peut être un bon outil. Plus facile, ça dépend un peu de chacun, parce que ça demande une gestion aussi autre. Mais en effet, c'est un excellent outil. D'accord. Merci pour ces réponses très claires. Alors, je crois qu'il n'y a plus forcément d'autres questions. On a peut-être fait le tour. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Merci à Clémence et merci à Alexandre pour leur présentation très claire. N'hésitez pas à solliciter nos conseillers patrimoniaux, Clémence et ses collègues, si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de l'entrepreneur. Enfin, j'en profite, comme d'habitude, vous le savez, pour vous annoncer que la prochaine pause gagnante sera sur le thème « Préparer sa retraite ». Comment anticiper et comment optimiser. Encore merci à tous et à très bientôt.